Depuis le début de l'année, la Côte d'Ivoire est confrontée à une épidémie de dengue d'une ampleur jamais vue. Cette maladie virale, parfois surnommée grippe tropicale, fait son retour pour la 6e fois dans le pays. Ses symptômes similaires à ceux du paludisme incluent la fièvre, les maux de tête, la fatigue intense, les douleurs musculaires et le manque d'appétit. Toutefois, il faut effectuer 2 analyses sanguines distinctes pour déterminer la maladie dont souffre le patient. Heureusement, le test de dépistage de la dengue est disponible gratuitement dans tous les centres hospitaliers de Côte d'Ivoire. Transmise par le moustique tigre, la dengue a touché des milliers de personnes à travers le pays. En juillet dernier, des décès avaient été enregistrés principalement dans les régions d'Abidjan, Yamoussoukro et San Pedro. Face à cette menace, le gouvernement ivoirien a réagi rapidement en lançant des campagnes nationales de sensibilisation et de prévention. Les autorités sanitaires recommandent de lutter contre la propagation de la maladie en asséchant les eaux stagnantes et en évitant de laisser des récipients contenant de l'eau à découvert. Les opérations de pulvérisation anti-moustique ont été intensifiées dans les zones à risque et des centres de traitement dédiés à la dengue ont été établis pour offrir une meilleure prise en charge des patients. Bien que les autorités sanitaires soient mobilisées, la lutte contre cette épidémie reste complexe car il n'existe pas encore de remède spécifique contre la dengue. Cependant, la vaccination permet de prévenir la maladie. De plus, l'accès à des soins médicaux de qualité demeure un défi dans de nombreuses régions reculées du pays, les hôpitaux étant submergés et les infrastructures médicales mises à rude épreuve. Il est important de noter que les personnes infectées une 2e fois par le virus de la dengue courent un risque significativement plus élevé de développer une forme grave de la maladie. En tout, il existe 4 types de dengue. La plus redoutable, étant la dengue de type 3, se manifeste par le saignement du nez, de la bouche, au niveau des selles et peut entraîner la mort. Ainsi, des mesures strictes de contrôle vectoriel sont cruciales pour endiguer la propagation de la maladie. Ce dimanche soir, il est pratiquement 18h30 lorsque nous nous rendons dans la commune d'Ambobo, précisément au quartier BC. Dans ce quartier populaire, vit depuis plusieurs jours un couple qui a donné naissance à un enfant hermaphrodite, c'est-à-dire né avec 2 sexes. Cet enfant, son nom actuellement surnommé Bébé Brou, est aussi né sans orifice. L'enfant est né, c'est 3 jours après. On a su que l'enfant n'a pas d'anus. Donc on a envoyé l'enfant à l'hôpital à Abidjan. Ils ont vu que l'enfant n'a pas d'anus, donc ils l'ont opéré pour faire sortir l'anus ici, pour que l'enfant puisse chier là. Bon, comme il n'a pas d'anus, on doit l'opérer encore pour faire sortir l'anus. C'est pas facile parce que l'enfant, en tout cas, il souffre. Quand il veut faire popo comme ça, en tout cas, il pleure beaucoup. Une souffrance aussi pour ses parents cultivateurs qui vivent une épreuve. Sans l'amour de ses géniteurs, Bébé Brou serait abandonné à la demande des habitants d'un village non loin de Daoukro où il est né il y a un peu plus d'1 mois. Vous connaissez le village, quand l'enfant est né sans sexe, sans anus, vraiment les parents du village ont dit que non, l'enfant c'est un génie, c'est pas comment dire. Donc il fallait que ma femme abandonne l'enfant. Comme ça. Mais la femme, elle a voulu abandonner l'enfant, mais moi et ma femme, on s'est entendu causer. Pour cela, vous voyez l'enfant en train de prendre le biberon. Donc vraiment, ils ont interdit à la femme de ne pas donner la tête à l'enfant. Bon, comme c'était au moins 4 jours, 5 jours où l'enfant ne tétait pas, bon, moi aussi, moi et ma femme, on s'est entendu, bon, mettons notre enfant, on ne pourra pas le jeter, mettons l'enfant sur le biberon. Cette option n'arrangera pas le couple Quadio. En plus des nombreuses dépenses liées aux opérations chirurgicales, aux examens médicaux, aux consultations postnatales ou à la radiologie, pour ne citer que ceci. Le radio nous a coûté quelque chose de, on dit, 44 000. Vraiment, on n'avait pas les moyens, mais il y a des voisins qui étaient à côté de nous, qui nous ont aidés à faire la radio. Ils sont partis regarder, on dit, bon, il faut que l'enfant, si l'enfant a au moins 3 mois, là, on peut faire l'autre opération. Avec l'autre opération qu'on doit faire,
Ils nous ont donné encore des factures à payer. L'opération coûte 925 000. Attendre 3 mois, espérant avoir des moyens financiers ou une prise en charge totale pour sauver bébé Brou, qui souffre encore sous les regards impuissants de ses parents qui lancent un SOS aux personnes de bonne volonté. Vraiment, on souffre. Nous sommes des paysans. On est arrivé à Abidjan pour l'opération de notre enfant. C'est un enfant, on ne peut pas le jeter. Donc vraiment, il ne faut pas jeter mon enfant à cause de il n'a pas d'anus, il n'a pas de sexe. Donc il demande beaucoup aux Ivoiriens de m'aider. Selon une étude, entre 1 et 2% des enfants naissent intersexués. Ces enfants hermaphrodites restent souvent enfermés dans un douloureux silence. La cherté de la vie et l'avènement des VTC dans la ville d'Abidjan ont modifié l'habitude des chauffeurs de taxi-compteurs, communément appelés taxis rouges. Aujourd'hui, le compteur dans les taxis urbains à Abidjan n'existe que de nom, car ils sont plusieurs à conduire sans mettre en marche ce compteur lors des différents trajets. Les clients eux aussi n'en demandent pas, car les taximètres sont à la base de beaucoup d'incompréhension entre passagers et chauffeurs. On ne met pas en marche parce qu'actuellement c'est une affaire de négociation, parce qu'il n'y a plus l'argent. Parce que, bon, si on veut bien voir, les parents n'ont pas de moyens financiers pour se déplacer. Ce n'est pas facile. D'abord, il y a beaucoup d'alphabets dans notre environnement. Je suis un intellectuel, c'est facile pour moi. Et si je ne suis pas un intellectuel, ce n'est pas facile pour moi. Les taxis-compteurs sont aussi confrontés à un autre problème, les tracasseries routières à Abidjan. Face à cela, les conducteurs de taxis-compteurs peinent à faire leurs recettes journalières. Avec la situation sur la route, vraiment, ce n'est pas facile. Les tracasseries routières sont vraiment énormes. Les vidéos de surveillance, vraiment, on ne s'en sort pas avec. Parce que les agents de sécurité sont là, en même temps que les vidéos de surveillance sont là. Donc souvent, quand ils nous pénalisent, on ne sait pas à qui vraiment faire recours. Si c'est la vidéo qui doit nous pénaliser ou si c'est les autorités sur place. Donc vraiment, ce n'est pas facile. À côté de ces derniers, leurs concurrents directs, les conducteurs de VTC. Les VTC sont beaucoup prisés par les Abidjanais du fait des facteurs sécurité et confort des véhicules. Oui, c'est relax par rapport à taxi-compteur, puisqu'en Niango, bon, disons qu'on ne se fatigue pas pour chercher clients. Voilà, c'est le client même qui nous dit que non, je suis ici, il faut venir me chercher. Et puis voilà, tu t'en cherches le client et puis bon, ça va quoi, ça va. Vraiment, on ne peut pas dire que moi pour ma part en fait, ça va. À mon avis, Yango même dans la chose, c'est une bonne chose parce que à la rue, le taxi comptait par terre. En tout cas, c'était pas bon parce que les clients se plaignaient un peu des agressions, etc., etc. Or, quand on voit Yango, c'est un peu la sécurité, hein, parce que l'homme qui prend ou bien le véhicule que tu prends, déjà ton répertoire, ton téléphone, tout est déjà là. Donc voilà un avantage que là. Donc tu sais à qui tu as affaire. Pour rappel, le district d'Abidjan compte 10 000 taxis-compteurs déclarés et environ 19 000 non déclarés, contre 1000 VTC en circulation. On se croirait à des centaines de kilomètres de la capitale économique ivoirienne. Mais non, nous sommes à Abidjan, à Jesco, un quartier de la commune de Yopougon. Ici, les voies d'accès au quartier sont impraticables. Les voies sont même pas bonnes. Quand il pleut, on ne peut même pas rentrer chez nous. Je suis enceinte même pour t'envoyer à l'hôpital, mais il y a problème. On ne peut même pas partir quelque part. Quand on vote fini, avant de voter, on va venir nous faire espérer, oui, si on a fini, on va venir vous arranger. Quand on finit de voter, on ne voit plus quelqu'un, même quartier là, mais on ne connaît pas. On se demande même si on est dans Yopougon aussi. Alors que nous, on fait partie de Yopougon. Comme elle, cet habitant de Jesco depuis 18 ans révèle que plusieurs femmes ont donné naissance à domicile dans ce quartier, du fait du mauvais état de la route. Les gens ne pensent pas à nous. Ce côté-là, il y a un problème. Nous sommes les jeunes, nous, on peut sauter un peu disons, porte-à-porte, voilà, les caniveaux, les eaux sales, les vidanges là, que les gens vident au lieu de... Parce que même quand on commande des voitures de vidange, à cause de la route encore, ils ne viennent pas. Donc les femmes là, les gens, les propriétaires de cours là, sont obligés de
déboucher les trous sur la voie. Maintenant, les femmes enceintes aussi. Moi, j'ai vu plusieurs cas ici. À cause de l'accès de la route, les voitures refusent. Même quand on commence Nyango, quand on dit GESCO, ils ne rentrent pas. Ils ne rentrent pas. Donc, elles sont obligées d'accoucher à la maison et ça devient difficile pour nous. Souvent, mais après 2 jours, 3 jours après, on va nous recevoir les hôpitaux pour qu'ils puissent. Ils disent que pourquoi on laisse la femme accoucher à la maison. Tout ça là, c'est le tas de la route. Donc, aidez-nous, envoyez le message aux autorités, voilà, pour qu'ils puissent nous aider. Ce qu'ils peuvent faire pour qu'on puisse avoir, voilà, des bonnes voies pour qu'on puisse vivre, survivre. Ils sont nombreux à exprimer leur mécontentement face à l'état de la route à GESCO. Les habitants de Yopougon-GESCO lancent un appel aux autorités ivoiriennes. En tout cas, la difficulté fait que certains véhicules n'osent pas entrer dans le quartier. Même en taxi-compteur ou dans les VTC, ils n'osent pas entrer dans le quartier parce qu'ils voient que la voie est difficile. Ils vont pouvoir entrer, mais pour pouvoir sortir, c'est difficile. Il n'y a pas de route. On n'a pas accès, en tout cas, à notre quartier. Pour rentrer dans notre quartier, c'est difficile. Nous aimerons vous dire que nous avons besoin d'aide. Monsieur Adama Bitogo, c'est par ma voix et par la voix du peuple. Nous vous disons, aidez-nous vraiment. Notre quartier, il y a notre parent qui souffre, il y a tout ça. En attente de solution à ce problème de voirie, les regards sont fixés désormais vers le nouveau maire de Yopougon, en qui la population a placé sa confiance le 2 septembre dernier. C'est à son nouveau siège en présence de ses administrateurs, ses employés et ses partenaires que Mossadegh Bailly, PDG du groupe Azalaï, a inauguré une nouvelle succursale à Abidjan le 15 septembre dernier. Cette nouvelle succursale se positionne comme une aide aux entrepreneurs qui veulent investir dans le domaine de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire. Abidjan s'est imposé comme le choix naturel pour avoir cette société ici, parce qu'il y a du monde à Abidjan, il y a des grosses entreprises qui sont installées à Abidjan, il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont installés en Côte d'Ivoire et nous pensons que cela va nous donner des opportunités pour rencontrer ces investisseurs. L'industrie du tourisme et de l'hôtellerie est aujourd'hui dans le monde de l'industrie qui crée le plus d'emplois. Ensuite, c'est une industrie transversale parce que c'est une industrie qui fait travailler beaucoup d'autres industries. Quand vous construisez un hôtel, vous faites travailler l'industrie du bâtiment, vous faites travailler les banques parce que vous vous endettez pour construire un hôtel, mais surtout vous donnez de l'emploi aux jeunes du pays. La cérémonie d'inauguration a été marquée par la visite des locaux en présence du directeur général du fonds touristique, M. Ngueta, représentant le ministre du Tourisme, Siandou Fofana. Et aujourd'hui, nous sommes là pour encourager cette activité, développer cette activité au bien-être et surtout pour le bien de tous les Ivoiriens qui sont dans le domaine touristique et qui viennent, pas parce qu'ils sont spécialistes du domaine, mais ils viennent parce que c'est un domaine porteur. Notons que cette entreprise est présente dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous pouvons les retrouver à chaque petit carrefour de la ville d'Abidjan. Les cordonniers, communément appelés les sauveurs ambulants, n'hésitent pas à nous proposer leurs services. La cordonnerie est un métier comme tout autre qui, de plus en plus, occupe une place importante dans la société, comme nous le fait savoir M. Koné. Souvent, on envoie les chaussures, et puis ils abandonnent, ils ne viennent plus. Souvent aussi, ça se perd aussi. Souvent, on vient en casse nos coins, on vole nos matériels, tout ça là. La cordonnerie, c'est un métier d'avenir, mais pour l'instant, de nos jours aujourd'hui, en tout cas, ça diminue un peu, ça rétrécit un peu. Ils sont nombreux ces jeunes Ivoiriens qui s'adonnent à cette activité et qui veulent la développer. Mais ceux-ci travaillent pour l'instant avec les moyens du bord, même si les Ivoiriens eux-mêmes n'accordent pas assez d'importance à cette activité génératrice de revenus. Depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, sincèrement, les moyens sont un peu dedans, puisque les matériels de la cordonnerie est très cher. Parce que sans l'aide même, c'est difficile. C'est très difficile. Selon le ministère de la Promotion des PME,
Le secteur de l'artisanat contribue à hauteur de 12% au PIB ivoirien, faisant de ce secteur l'un des plus grands pourvoyeurs de formation, d'emploi et de richesse en Côte d'Ivoire. Le secteur entend porter cette contribution au PIB à 18,50% et employer plus de 40% de la population. Le gouvernement ivoirien ambitionne donc d'impulser la modernisation du secteur dans les perspectives d'accroître sa capacité de création d'emplois et de richesses. Les 3 pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont signé le 16 septembre 2023 une nouvelle charte de coopération, baptisée la charte du Liptako-Gourma. Ce texte vise à renforcer la coopération sécuritaire entre les 3 pays face à la menace terroriste qui sévit dans la région. La charte du Liptako-Gourma prévoit une coopération renforcée dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Les 3 pays s'engagent à se soutenir mutuellement en cas d'attaque et à mettre en commun leurs forces, leurs moyens et à développer des énergies dans leur politique de sécurité tout en soutenant un ou plusieurs pays signataires, affirme Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Article 6. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective. La charte du Liptako-Gourma est une étape importante dans la coopération sécuritaire entre le Burkina, le Mali et le Niger. La présente charte peut être ouverte à tout autre État partageant les mêmes réalités géographiques, politiques, socio-culturelles qui acceptent les objectifs de l'Alliance. La demande d'adhésion est acceptée à l'unanimité des États parties. La signature de la charte du Liptako-Gourma est un signal fort de la volonté du Mali, du Burkina et du Niger de s'unir pour faire face à une menace terroriste. Le texte prévoit une coopération renforcée dans de nombreux domaines, ce qui pourrait permettre de mettre en place des énergies efficaces. Le sommet 2023 sur les objectifs de développement durable ODD s'est tenu les 18 et 19 septembre aux Nations Unies à New York en présence de plusieurs dirigeants. Bien que le programme de développement durable soit à mi-parcours, ce sommet a permis de faire le progrès sur les actions en faveur des objectifs de développement durable. La vision des Nations Unies pour un monde meilleur d'ici 2030. Nous devons bâtir de véritables sociétés apprenantes, ancrées dans une éducation de qualité et notamment sur la formation continue dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, réduisant la fracture numérique et soutenant les enseignants à chaque étape. Un groupe émergent de pays pionniers montre la voie pour stimuler les investissements et transformer les systèmes éducatifs du monde entier. Le vice-président de la Côte d'Ivoire, Thiemo Komé Ilekone, a exposé la vision de la Côte d'Ivoire sur les grands enjeux du développement durable. La Côte d'Ivoire appelle à plus d'engagement et d'actions coordonnées sur la sauvegarde de la planète et la création de plus d'opportunités pour les jeunes générations.